qu'on finisse sur cette image qu'on vient de voir, cette horloge de l'apocalypse. On a vu dans ce documentaire, dans cette enquête, que les armées du monde entier, que les grandes puissances agressives se réarment de manière spectaculaire, et on va en parler ce soir. Dans quel moment sommes-nous? Je vais faire un petit tour de table avec cette question, Guillaume Ancel. Je crois d'abord qu'on revient à la réalité. Je vais parler surtout pour l'Europe, pour l'Union européenne. Pendant 30 ans, on a cru qu'on était exempté de guerre. Olaf Scholz l'a dit avec 2 mots très simples. Nous n'avons plus d'ennemis. Nous avons cru que nous n'avions plus d'ennemis. Et puis on redécouvre avec la guerre en Ukraine que la guerre ne nous a jamais quittés. C'est nous qui avons cru qu'on pouvait la quitter de notre seul fait. Or, on redécouvre que bien sûr, on a toujours été menacé et qu'on sera toujours menacé demain. La question, c'est avec quelle intelligence on se prépare à ces conflits. C'est pas d'avoir peur d'une guerre, c'est juste de s'y préparer intelligemment. Et on va voir que sur certains aspects, la France a parfois raté des virages stratégiques. On en parlera dans un instant. Anthony Bélanger. Non, moi je pense que ce qui est vrai, c'est qu'on a changé d'époque. C'est la fin de la Pax Americana, ou plutôt de la Pax Occidentala, comme on peut dire en latin. L'idée, c'est que l'Europe et les États-Unis mêlés, puisque c'est la même civilisation, étaient le gendarme du monde, et ce depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. On avait défini le droit international en matière de guerre et en matière de traités d'ailleurs, dont on se défaisait dès qu'il fallait mener une opération qui n'est plus tout à fait légale, comme en Irak. On envoyait nos corps expéditionnaires en Bosnie, en Afrique, dans le reste du monde, quand il fallait régler un problème. C'est fini. Alors c'est fini, mais on est dans quoi? Alors, c'est fini, attendez, c'est fini non pas parce que nous déclinons, mais parce que nous faisons relativiser. D'autres pays, la Chine notamment, mais d'autres pays sont en train d'avoir des armées et des prétentions internationales au moins aussi importantes que les nôtres. Et donc, ce que pensent les États-Unis ou l'Europe est contrebalancé par ce que pense la Chine. Voilà où nous en sommes. Oui, moi je dirais que, pour compléter ce qui est dit, qu'on est dans une ère extrêmement dangereuse parce que nous sommes face à des acteurs multiformes, multiples, qui agissent sur tous les fronts, que la guerre en fait est partout. C'est la guerre de haute intensité, la guerre de basse intensité, la guerre psychologique, la guerre hybride, la guerre asymétrique. Toutes les guerres sont ensemble. Et on est face à 2 acteurs majeurs, la Chine et la Russie, qui montrent qu'ils sont prêts à l'utilisation de la force. Et ça, c'est très important, notamment dans le cas de la Russie, parce que nous avons, comme l'a très bien dit Guillaume Ancel, nous avons complètement oublié ce qu'est l'utilisation. Nous pensions que nous étions dans une ère post-guerre, post-utilisation de la force. Et je crois que c'est très très important que nous soyons confrontés à cette Russie, disons, belliqueuse. Et la question, c'est qu'est-ce que nous sommes prêts à lui opposer aujourd'hui? En termes de moyens, la grande question. En termes de moyens, en termes de projets Exactement, en termes de moyens, en termes de projets, mais tout simplement en termes d'engagement. C'est-à-dire que nous sommes directement sollicités en fait par cette guerre qui s'est imposée, une guerre absolument fracassante, terrible, épouvantable, qui détruit des villes entières, etc. Et donc, qu'est-ce qu'on est prêt, nous, à faire? Est-ce qu'on va continuer à se cacher derrière l'Ukraine, sans définir ce qui nous arrive? Est-ce qu'on est capable, est-ce qu'on pense véritablement comme il faut la menace à laquelle on fait face? Vous avez parlé de l'horloge de l'apocalypse. Ouais. J'ai publié, juste un mot, j'ai publié vendredi dans le Figaro un article où je cite un article absolument effrayant qui a été rédigé par les 4 principaux stratèges russes aujourd'hui proches du Kremlin, dans lesquels ils expliquent, mais absolument tranquillement, qu'il faut renoncer au refus de l'emploi en premier de l'arme nucléaire, qu'il faut mettre fin à l'idée que les pactes sont faits pour être respectés, qu'il n'y a plus besoin, et qu'il faut sortir de la non-prolifération nucléaire et soutenir la nucléarisation de pays comme l'Iran, parce que ça nous fera des alliés face aux Occidentaux. Donc vous voyez le monde, la dangerosité du monde dans lequel on est. Un monde dangereux, Élise Vincent, et ce n'est pas vous qui êtes spécialiste des questions de défense qui allez dire le contraire. Exactement, mais peut-être pour rajouter à tout ce qui a été déjà dit, au-delà du fait qu'effectivement, maintenant, ce n'est plus seulement une guerre de cinéma et d'information télévisée, je pense qu'il y a aussi ce qui inquiète et qui est inquiétant, c'est qu'il y a une superposition des crises, et notamment en raison de quelque chose dont on parle beaucoup depuis peu, mais qui existe depuis longtemps, c'est la raréfaction des ressources et
la crise climatique et que donc aujourd'hui la guerre, oui, mais avec quels moyens? Est-ce que même si un pays veut se réarmer, peut-il acheter ce qu'il veut, quand il veut, comme il veut? Peut-il alimenter sa population comme il veut? Et c'est ça qui rend la situation particulièrement complexe, étendue, et pas juste comme ça d'un point de vue géopolitique. Et c'est ce que résumait Emmanuel Macron, qui avait accordé une interview dans Le Point, c'était le 24 août, il disait « On vit le retour des ambitions de grande puissance, le recul de l'attractivité des démocraties et le monde se structure dans la tension entre la Chine et les États-Unis avec une remise en cause profonde du droit international. » Dans ce contexte-là que vous venez de poser, avant, dans le monde d'avant, il y avait des instances internationales, il y avait l'ONU. On y allait, on essayait de se mettre d'accord, ça avait été créé après la guerre. Là, on a vu comment se sont passées les choses. C'était la semaine dernière, il y avait le Conseil de sécurité de l'ONU, Anthony Bélanger. Il y avait un seul pays présent, les Américains. Volodymyr Zelensky est allé à la tribune de l'ONU. Je voudrais que vous conserviez votre réponse. On va l'écouter. Il s'est exprimé, lui, il a ciblé l'ONU de manière assez ferme. Et puis, il s'est exprimé sur le risque de contagion. Je voudrais qu'on l'écoute. Chaque décennie, la Russie se lance dans une nouvelle guerre. La Moldova, la Géorgie demeurent en partie occupées. La Syrie a été transformée en champ de ruines par la Russie. Et si ce n'est pas la Russie, ce n'était pas avec l'aide de la Russie, jamais la Syrie aurait utilisé des armes chimiques. La Russie a, pour ainsi dire, envahi le Bélarus. Elle menace aussi le Kazakhstan, d'autres États baltes. Donc le risque de contagion, disait Volodymyr Zelensky. Anthony Bélanger. Moi, j'ai toujours pensé que c'était un peu... on a vécu 30 ans de période enchantée, absolument enchantée, pendant lesquelles non seulement l'Occident avait les armes, avait le moyen de se projeter, mais en plus avait suffisamment de voix à l'ONU et suffisamment de partenaires pour pouvoir imposer ce qu'il voulait. Cette période-là est finie, mais enfin, si on revient à 30 ans avant, l'ONU n'a jamais marché pour régler les problèmes de paix et de guerre. À partir du moment, en fait, elle a marché pendant 2-3 ans après 1945 parce que la Russie faisait la politique de la chaise vide, enfin l'URSS de l'époque. Et puis ensuite, vous avez eu à partir de 71, je crois, l'entrée de la Chine dans l'ONU, c'était terminé. Pendant 30 ans, toute la période de la guerre froide, rien n'a pu être adopté au Conseil de sécurité de l'ONU. Donc c'est cette grosse hantée qui revient. Par ailleurs, l'ONU qu'on décrit souvent est une institution que moi je trouve au contraire extrêmement efficace dans ses agences. C'est-à-dire quand on lui pose un problème concret, elle y répond concrètement, mais pas... Dans ce monde-là où, alors l'ONU marche mal, mais vous dites elle a toujours mal marché, dans ce monde-là où on a des BRICS, des pays autour de l'Inde, de la Chine, du Brésil, qui disent aux Occidentaux, bah, écoutez, votre guerre en Ukraine, c'est pas notre affaire, on va pas se mettre autour d'une table et trouver des points communs. Est-ce que, après ce que vous venez de nous expliquer, ce contexte-là international ajoute à ces déséquilibres ou pas? Je pense qu'il y a quand même un fait majeur, parce que même les BRICS le disent. Ils disent que cette guerre ne nous concerne pas, mais ils parlent tout le temps de la guerre en Ukraine. D'accord. Donc on voit bien qu'il y a un sujet central dans notre ère. Moi, je pense que c'est la fin de ma génération. C'est-à-dire qu'on a été une génération qui a transformé ma génération, celle de Thierry Burkhardt, du chef d'état-major des armées. On a transformé l'armée française en corps expéditionnaire léger. C'est vrai. Et tout le monde trouvait ça normal, d'autant plus qu'il n'y avait aucun débat. Et là, aujourd'hui, à cause de la guerre en Ukraine, on se dit, mais attendez, elle est où notre armée? Elle est faite pour quoi faire? Et d'ailleurs, pourquoi on a besoin d'une armée? Est-ce qu'on a l'armée qu'il faudrait pour... Guerre en Ukraine, Thierry Burkhardt l'a dit, on tiendrait 15 jours. 15 jours, l'armée française.